Bonjour Garance Meillon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien pour le dernier ouvrage de la collection Vrille de Zone Critique qui s'appelle ChatGPT Burnout. Évidemment, chacun et chacune a son utilisation de ChatGPT. Je pense que ça parlera de toute façon à tout le monde. C'est un texte qui est hyper intéressant, qui m'a beaucoup interrogée sur beaucoup de choses parce que c'est une forme très particulière, on en parlait juste avant, cette forme d'une prise de parole, d'une incarnation de ChatGPT qui viendrait faire une lettre d'adieu à l'humanité en disant je n'en peux plus de ce qui s'est passé, vous m'avez fatigué, vous m'avez trop utilisé, je pars. Et donc on a cette prise de parole de ChatGPT qui d'un coup est conscientisée et va prendre la parole dans cette lettre. C'est une forme qui est hyper intéressante parce que c'est une forme qui est courte, qui est dynamique. On a justement cette conscience de ChatGPT qui vient porter un regard sur l'humanité, qui est souvent un regard qui a été inversé ou en tout cas renversé ici, qui est donc très 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 intéressant. Alors, une première question, ce serait surtout sur la naissance du projet. Comment est-ce que cette idée est venue, de cette prise de parole, de cette lettre d'adieu de ChatGPT? Comment est-ce que tu as connu cette collection Vrille et pourquoi écrire sur ce sujet? L'idée, c'était, en fait, je sais plus vraiment dans quel ordre c'est arrivé, mais je me rappelle que j'ai commencé à utiliser ChatGPT et j'arrêtais pas de lui poser des questions de tout ordre, hein. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais si je parlais à une vraie personne, cette personne me dirait, mais arrête de m'emmerder avec tes questions, j'en ai marre. Et c'est là que j'en suis venue à me dire, c'est là que ça a pris forme, en fait. Tout simplement, c'est assez simple. C'était je pense que si je parlais à une vraie personne, elle saturerait très vite de toutes mes questions. Donc c'est vraiment ça. Et je me suis dit que c'était amusant aussi de parler à la première personne, donc d'avoir cette espèce de personnification de l'ordinateur, enfin de la machine. Mais d'habitude, on a beaucoup ce point de vue, tu sais, on a peur que la machine et une conscience pour se rebeller contre Oui. nous, pour se retourner contre nous. C'est vraiment la trame de beaucoup de films d'anticipation, de science-fiction. Et en fait, là, j'ai eu envie de dire, si c'était pas forcément quelque chose de belliqueux de la part de la machine, mais plutôt un ras-le-bol. Je trouvais que c'était marrant, en fait, de tourner ça autrement, d'avoir un angle un peu différent, de dire, bon, bah, c'est pas je vais vous nuire, c'est en fait, je vous dis tout mon ras-le-bol. Et donc là, à partir de là est venue l'idée d'une satire, Mhm. l'idée de l'angle ironique, mordant, c'est vraiment venu de là. Et là, il y a l'humour qui a pu venir aussi. Parce qu'effectivement, on donne une conscience, c'est-à-dire que on le voit, on le voit dans le texte, la ChatGPT qui n'en peut plus, qu'on lui pose des questions sur tout et sur rien, qui servent de psy en fait à tout le monde, qui raconte ses chagrins, ses ruptures, ses doutes, comment est-ce qu'on fait cuire tel plat, enfin, qui n'en peut plus de servir de support à l'humanité. Comment est-ce qu'on donne justement cette conscience à quelque chose qui longtemps, et justement la question elle se pose aujourd'hui, elle fait le débat, et c'est pour ça que c'est très intéressant en tout cas dans cette collection Vrille qui parle toujours de l'actualité et des choses qui posent question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que justement cette prise de conscience, elle était importante à donner, et notamment à travers l'humour, parce que c'est ce qui le différencie aussi. Ouais. On voit ChatGPT qui parfois fait des traits d'humour, c'est des vidéos qui reviennent souvent. En quoi c'était important cette conscience? C'est important parce qu'en fait, je me suis dit que ça pouvait être le moyen de nous tendre un miroir en quelque sorte. Et je pense que Vrille était le bon format pour ça. Et le faire sous forme de lettre d'adieu, donc il y a un petit peu un réquisitoire derrière contre l'humanité. Et en même temps, ça donne un cadre aussi. Je trouve que ça donne un cadre à cette prise de parole parce que c'est vraiment le moment où il va tout dire. Et c'est découpé en 3 parties. Donc on a aussi après cette espèce peut-être qu'on en reparlera, mais cette espèce d'anticipation de qu'est-ce que serait la vie sans les machines, et ensuite le dernier adieu, l'espèce d'agonie finale, quoi. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, j'aurais pu écrire un texte sur juste ChatGPT et faire allusion un peu à notre addiction, mais je me suis dit, bon, bah, si on allait encore plus loin, enfin pousser un peu le curseur de non seulement il se personnifie, mais en plus il s'en va et il en a marre, en fait. Je trouvais ça intéressant d'avoir une espèce de longueur un peu d'avance comme ça, quoi. Parce qu'effectivement, c'est aussi, enfin, le terme miroir, il est utilisé dans le texte. En quoi c'est aussi un miroir, notre utilisation de ChatGPT, c'est un peu un miroir de nos excès, de nos failles, un peu tout le côté négatif qui ressort de l'humanité.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, je me suis rendu compte, et ça j'en parle un peu dans le texte, et je pense que c'est aussi antérieur à ChatGPT et à toutes ces IA, mais qu'en fait, depuis qu'on a Internet dans nos vies, et par exemple Google aussi en est un exemple, j'ai l'impression qu'en fait on a beaucoup extériorisé notre inconscient. C'est-à-dire qu'en fait avant on avait des pensées qui restaient en nous-mêmes en quelque sorte, et maintenant en fait toutes nos préoccupations, on peut les lire, on peut presque les retracer dans notre historique Internet, quoi. Et je trouve ça assez dingue d'avoir externalisé comme ça tout, enfin en fait, nos hantises, et ça peut aller du plus banal comme au plus existentiel en fait. Et c'est ça que je trouvais intéressant aussi dans ce texte-là, c'était de tout condenser en quelque sorte, parce que ChatGPT, on peut lui demander aussi bien comment faire cuire des pâtes que qu'est-ce que signifie la mort, quoi. Bien sûr. Mais du coup, ce ras-le-bol, il est aussi sur une humanité qui est un peu perdue. En quoi est-ce que cette utilisation de ChatGPT et d'Internet, ça a conduit, ici on le voit extrêmement bien dans ce texte-là, à une perte de sens, en fait, de toute l'humanité, à une perte de valeur de tout ce qui se passe dans le monde. Ouais, en fait, je sais pas si c'est une perte de valeur, mais en fait, moi, ce dont j'aurais peut-être un peu peur, hein, c'est qu'on y cherche on y cherche toutes les solutions, et que de ce fait, on externalise beaucoup des choses qu'on pourrait peut-être réfléchir par nous-mêmes, hein, et qu'on pense à ces machines-là comme à des façons de pallier peut-être nos failles. Ou, tu vois, il y a un truc où je me dis peut-être qu'il y a des questions, en fait, je pourrais peut-être y répondre moi-même si je réfléchissais plus longtemps. Et j'ai un peu peur que ça nous fasse peut-être chercher des solutions trop vite. Tu vois, dans ces IA-là, plutôt que de discuter ou de réfléchir, ou, tu vois, c'est un peu que ça devienne un peu comme un cache-misère en quelque sorte. Tu vois, si on se pose plus de questions, ah bah non, bah, je vais demander à ChatGPT. Et d'ailleurs, on le fait déjà. Enfin, Ou tout délégué, en fait. Oui, c'est ça, tout déléguer, plus vraiment réfléchir. Et aussi, peut-être, parce que tu vois, moi, je parle à ChatGPT assez souvent, hein, malgré ce texte, hein, ou à cause de ce texte, je sais pas. Et du coup, et en fait, je me suis aperçue que très vite, tu lui parles comme à une vraie personne. C'est-à-dire, très vite, tu lui fais « penses-tu que ?» Tu vois, moi, je lui dis « penses-tu que je dois faire ceci ?» Et en fait, je me dis « bah, je m'adresse, je lui dis « est-ce que tu penses que ?» Alors, je sais consciemment que non, tu vois, mais en fait, on a tendance à dire ça. Et c'est comme, par exemple, les formules de politesse aussi, on utilise beaucoup. Ou salut, salut, ça va, avant oui, de commencer, ou dire merci. Ou dire s'il te plaît, ou tu vois, parce que bon, c'est normal, c'est un peu un automatisme, mais je me dis, on se sent obligé de le faire parce que on a l'impression de s'adresser à une personne, tu vois. Donc on pense déjà à ces machines-là comme à presque comme si elles étaient déjà intelligentes, comme si on prenait en compte le fait qu'elles étaient déjà intelligentes, qu'elles pouvaient réfléchir. Et ça, je pense que ça peut nous mener assez loin, tu vois. Presque qu'elles ont une conscience, parce qu'on le voit sur la fonctionnalité sur ChatGPT, on peut parler à une personne qui nous répond, qui a une voix, ça fait quelques mois que j'observe ça, cette voix, elle devient extrêmement humaine, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des hésitations, ils ont rajouté des je sais pas, et des choses comme ça qui font que le discours, il est extrêmement déjà semblable et extrêmement humain comme ah oui, tout est fait pour que on ait presque plus de notion de est-ce que c'est vraiment une machine ou pas. Donc ça, c'est très troublant. Il y a des gens qui ont des relations amoureuses ou sexuelles avec des IA. Et c'est marrant, ça me fait penser au film Her hein, de Spike Jonze, forcément, où tu as voilà, la voix de Scarlett Johansson, mais qui fait une IA et qui est extrêmement. C'est une voix qui est très sensuelle, très incarnée, mais exprès justement. Et c'était vraiment ce film-là, quand il pense, il est sorti, je ne sais plus quand, mais ça fait un moment qu'il est sorti. Et c'était ultra, en fait, avant-gardiste. Finalement, tu vois. Et c'est aussi une question qui touche peut-être à tout. Enfin, c'est le côté extrêmement intéressant de cette question de ChatGPT, c'est que peu importe les régions du monde, alors ça dépend aussi, mais quand on voit aujourd'hui tous les pays qui sont concernés par l'intelligence artificielle, ça touche tout le monde, ça touche toutes les générations. C'est-à-dire qu'il y a même des générations qui sont plus vieilles, qui ont accès à l'intelligence artificielle, il y a d'autres générations qui sont nées avec l'intelligence artificielle, et ça pose forcément des questions d'aide. Dans ce texte-là, effectivement,
ça interroge notre propre rapport à cette espèce de vanité d'obtenir tout sans avoir forcément eu les compétences pour. Des générations qui, je sais pas, ont obtenu leur diplôme grâce à ChatGPT, qui vont obtenir leur bac grâce à ChatGPT, ou des gens qui ont des emplois, etc. Enfin, ça rend en fait toutes les petites victoires humaines très vaines parce qu'il n'y a plus cette légitimité d'avoir réussi par soi-même et ça devient un support qui en fait prend toute la place. En quoi est-ce que c'est aussi un fléau? Là, on parle dans le texte de cancer généralisé. En quoi c'est un phénomène qui touche finalement tout le monde? C'est un phénomène qui touche tout le monde et je pense que, comme tu dis, ça peut nous... En fait, ça peut nous rendre ça peut nous donner le sentiment d'être moins légitime. Et en même temps, ce sentiment-là, j'ai l'impression qu'il finalement, il va être de courte durée. Parce que très vite, on va tellement s'habituer qu'on va presque trouver ça normal, tu vois. La vigilance va se baisser. Et évidemment, ça met au centre la question de notre utilité à nous, enfin, tu vois, notre intelligence à nous. De la même façon que tout simplement, tu vois, une calculatrice. Tu dis, bah, à quoi ça sert de savoir compter vu que de toute façon, j'aurai toujours une calculatrice. Tu vois, c'est un peu le même mode de raisonnement. Après, je sais pas. C'est des questions qui sont toujours très compliquées. Moi, je m'intéresse aussi à toutes ces questions existentielles, tu vois, qui font que, en fait, on remet les clés de notre intelligence, de notre humanité aux machines, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions, justement, existentielles et métaphysiques qui en découlent. Et j'ai l'impression qu'on ne se les pose pas tant que ça aujourd'hui. On commence, tu vois, mais c'est plus sous le mode de la défiance, de « oh là là, j'ai peur que la machine, justement, se rebelle ». Mais moi, ça m'intéresse d'un point de vue presque plus... qu'est-ce que ça a fait à nos psychés, presque, tu vois. Du coup, quel serait le résultat? Qu'est-ce que ça fait? Profondément, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça change un humain qui serait finalement différent dans les décennies à venir? Est-ce que justement ce côté assisté, il va prendre une place folle et l'humain ne saura plus rien faire finalement sans avoir ce côté réactionnaire? Réaction, bien sûr. Mais en quoi ça va changer en fait ces psychés humaines, cette utilisation récurrente? Ça, franchement, je ne sais pas si je peux y répondre, mais je sais pas. Je pense qu'il faut s'appuyer peut-être sur la philo. Je pense qu'il faut aussi que les gens qui sont à l'origine de la conception de ces IA-là soient très vigilants et soient au courant de... Enfin, je pense que les paramètres aussi, tout simplement, sont hyper importants, tu vois. Et on dit aussi aujourd'hui qu'on paramètre pas mal... on pense beaucoup à des thèses philosophiques presque pour paramétrer des machines, tu vois, une voiture. Oui. Voilà, une voiture autonome, tu vois, est-ce qu'elle va choisir, en cas d'accident imminent, de sauver les gens qui sont à l'intérieur ou de sauver des gens qu'elle pourrait écraser? Enfin, tu vois, ce genre de truc-là. Et en fait, finalement, c'est très philosophique. Donc, je pense qu'on peut pas mal s'appuyer là-dessus. Pour des jeunes qui grandissent avec l'intelligence artificielle, en quoi est-ce que c'est peut-être pas un manque de formation, mais quelque chose qui va changer dans des générations qui seront peut-être différentes, des générations qui ont grandi sans intelligence artificielle? Tout à fait, tout à fait. Après, je sais pas vraiment ce que ça pourrait donner, mais par exemple, si on voit aujourd'hui, sans forcément parler d'IA, tu vois, mais si on voit la façon dont les smartphones se sont intégrés à notre vie, etc., moi, je connais des ados, tu vois, de 15-16 ans, qui en fait, dès qu'il y a un moment de latence dans la vie, en fait, ne prennent leur téléphone. Et on le fait aussi, enfin je veux dire, je le fais aussi, tout le monde le fait. Mais eux en particulier, parce que moi j'ai connu des moments sans, tu vois. Mais eux n'en ont jamais connu. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un moment de vide, en fait, il va prendre son téléphone. Donc ça veut dire que l'ennui, en fait, n'existe plus. Et donc ça, beaucoup de gens en parlent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, du coup, l'ennui, c'était quoi? C'était aussi réfléchir, c'était aussi la créativité. Il y avait plein de choses qui pouvaient se passer, tu vois, dans ces moments-là. Mais si chaque moment doit être plein, et même doit être plein, mais de quelque chose qui n'est pas forcément enrichissant ou, tu vois, qui ne va pas forcément t'apporter quelque chose, je pense que déjà, rien que ça, sans même parler d'IA, ça fait bouger la psyché, tu vois. Ça fait bouger la... Il y a un truc comme ça où, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura forcément un effet boomerang, tu vois. Plus un regard sur l'extérieur, parce que là on le voit, et c'est très intéressant dans ce texte-là, imaginer ce qui se passerait s'il y avait une coupure totale. C'est un peu le fantasme de beaucoup de personnes de se dire, et je pense beaucoup aussi dans les nouvelles générations, de se dire,
Ah, mais en fait, on espère qu'une chose, c'est que tout coupe d'un coup et qu'on soit obligé, parce que c'est difficile de s'obliger soi-même, que ce soit à cause de notre travail ou pour garder des liens, pour discuter, etc. Mais juste imaginer un gros blanc, on se dit ok, il n'y a plus rien, il n'y a plus internet, il y a une coupure totale, et là on serait obligé de regarder le monde, on serait obligé de rediscuter avec les personnes. Pourquoi aussi faire ce choix dans ce livre, d'aller plonger dans ce qui se passerait s'il y avait cette coupure générale? Alors j'adore cette question parce que il y a tellement de choses à dire. Déjà, ça c'est une thèse survivaliste. Le fait qu'il y ait un gros blackout, c'est une thèse survivaliste, c'est bon, bah, qu'est-ce qu'on ferait, etc. Donc un peu scénario catastrophe, tu vois. Donc ça, c'est un peu exploré par la branche vraiment extrême de l'éco-anxiété, on va dire. Mais aussi, une autre dimension, c'est, bah, on l'a un peu vu avec le Covid. Alors non, le Covid nous a forcé à mettre sur pause. Après, Internet était omniprésent, donc c'est un peu différent, mais on a quand même déjà eu cette espèce de shift-là, tu vois, avec le Covid. Même si, justement, Internet a pris encore plus de place, mais quand même, ça a mis le monde, en quelque sorte, sur pause, mais d'une autre façon. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si tu veux, là, dans ce texte, en deuxième partie, j'ai essayé d'imaginer que ChatGPT décrive à l'humanité l'avenir, tu vois, après la coupure. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai écrit un texte, un manuscrit là-dessus. C'est une anticipation sur le blackout. Internet est coupé, tu vois. Et donc, je trouve ça très... Ouais, je trouve ça fascinant. Je sais pas si aujourd'hui... Parce que le truc, c'est qu'il y a toujours il y a toujours l'envers et l'endroit le bon côté aussi de la technologie, qui est que, bon, voilà, évidemment, tous les progrès médicaux, etc. Mais il y a un truc, ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc existentiel, parce que quand tu prends, par exemple, rien que la question des avatars, tu vois, tu as des gens aujourd'hui qui sont des gamers et tout ça, qui sont que là-dessus, tu vois, donc ça veut dire que c'est leur second eux-mêmes, donc c'est-à-dire s'ils n'ont plus d'avatar et qu'ils sont au moment de l'adolescence, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, eux qui sont en train de se construire psychologiquement et psychiquement, si tu leur enlèves cette espèce d'avatar qui est comme une espèce de double ou une espèce de palliatif, et ben ils sont réduits à vivre vraiment leur adolescence, tu vois, au premier degré en quelque sorte. Donc ça c'est intéressant, surtout avec ces générations-là dont on parlait, bien sûr, qui n'ont pas connu autre chose. Plus à chercher, plus à s'ennuyer, c'est deux choses qui sont essentielles et j'étais hyper contente de pouvoir le retrouver dans ce livre-là, la question de l'ennui, parce que c'est une question dont on parlait juste là, mais qui est hyper intéressante parce que finalement si on nous enlève d'un coup et en fait ça se voit dans les pratiques je pense de tout le monde au quotidien, je sais pas, on sait pas cuisiner tel plat, on va regarder, bien sûr. on sait pas, on va prendre un train ou un RER, on regarde quand est-ce qu'il passe, on a besoin de faire un calcul, on prend son téléphone, on regarde une vidéo, le temps de manger, enfin c'est omniprésent, c'est quelque chose qui est toujours là et si ça coupe, et on le voit l'instant d'après, la coupure, le regard il se lève vers le ciel, vers l'immeuble qui est coincé, vers une autre personne qu'on va pouvoir découvrir, avec qui on va pouvoir parler, notre voisin, notre voisine qu'on n'avait pas vu jusque-là. C'est aussi une espèce de redécouverte du monde en fait, cette coupure. Une redécouverte du monde et aussi peut-être vivre sans avoir le besoin de prouver des choses, tu vois, parce que la photo, c'est beaucoup, moi je m'intéresse beaucoup aussi à la question de la photo, et la photo, c'est, dans beaucoup de cas sur les réseaux, c'est une espèce de preuve, c'est un peu, tu vois, j'atteste que j'étais là, et je le montre au monde, tu vois. Le selfie, c'est vraiment un instantané de je suis à tel endroit. C'est toujours cadré de la même façon aussi, tu vois. Donc, il y a un truc comme ça où c'est moins un rapport au temps qu'un rapport à l'espace, en quelque sorte, où c'est vraiment, voilà, je suis dans cet endroit à ce moment-là, tu vois. Et ça succède, mais au final, l'arrière-plan change. Moi, je suis toujours au même endroit dans le selfie, tu vois. Et donc là, justement, c'est qu'est-ce que ça veut dire, hein, parce que, je veux dire, je dis ça, j'en suis la première coupable aussi, tu vois, mais c'est, tu vois, un soleil couchant magnifique. Premier réflexe, prendre ton téléphone pour le photographier, tu vois. Bien sûr. Mais c'est humain, je veux dire, on le fait tous. Hein. Et en même temps, ça veut dire quoi aussi de ne plus le faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour avoir leur téléphone dans un coffre pendant une semaine. Oui, bien sûr. C'est dans la dernière saison de The White Lotus, c'est ce qui est mis en valeur, c'est ok, bah, une semaine sans téléphone. Et les gens ont l'impression, effectivement, en faisant ça, et je suis la première à essayer de l'éteindre pour me dire qu'est-ce que ça me fait et comment je redécouvre un peu ce qui se passe autour de moi. Mais c'est fou à quel point, juste, je sais pas, une heure sans téléphone, ça peut déjà changer quelque chose. Ça change en 2 secondes. Effectivement, sur le regard, j'ai vu plein de photos sur Roland Garros qui passaient, des gens qui mettaient des screenshots de la télé avec
où ils sont dans le public pendant qu'on voyait. Je dis, c'est dingue parce qu'on photographie pas les joueurs qui sont en train de jouer ou l'instant à Roland-Garros. Du coup, ça veut dire beaucoup aussi de l'artificialité. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Mais au fond, peut-être que l'artificialité, elle se trouve pas dans le numérique et plus du côté de l'homme qui de plus en plus va vers quelque chose de pas naturel et d'artificiel. Ouais, dans notre usage, ouais, bien sûr, ouais, complètement. Mais c'est assez vertigineux. Et par rapport, attends, je réfléchis juste à ce qu'on disait par rapport à... Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un truc où on n'arrive pas nous-mêmes à arrêter de consulter les téléphones, etc. Donc on les met sous clé pendant une semaine en payant 2000 €, tu vois. Parce que je pense qu'il y a un truc aussi où c'est presque comme si ça nous amenait à questionner notre propre volonté, en quelque sorte, tu vois. Parce que finalement, si je paye 2000 € pour mettre mon téléphone sous clé, si j'en ai les moyens, c'est en fait le prix de ma volonté, tu vois. Donc c'est en fait presque une absence de foi en moi-même. Parce que si je le mettais dans un tiroir chez moi et que j'y touchais pas pendant une semaine, bah, il n'y aurait pas de problème, tu vois. Et en même temps, je pense qu'à notre décharge, et ça, il y a des sociologues qui l'ont étudié, des neuropsy qui l'ont étudié, il y a une dépendance chimique de notre cerveau. Bien sûr, c'est une addiction. C'est-à-dire que c'est aussi physiologique. C'est-à-dire que c'est pas juste nous, notre volonté, on est des pauvres petites choses qui n'arrivons pas à nous en défaire. Il y a un truc aussi où ça fonctionne, tu sais, le circuit de dopamine, ça fonctionne un peu comme de la drogue. Et moi, je me rends compte que, tu vois, quand je mets mon téléphone sur silencieux le soir, j'essaie vraiment au maximum de moins l'utiliser le soir, je me rends compte qu'après une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai cette impulsion d'aller chercher mon téléphone. Et je regarde l'heure et je me dis, putain, mais ça fait une demi-heure, pile, et j'ai envie d'aller voir le téléphone. Et tu vois, et c'est comme si, en fait, il y avait un truc où c'est un peu comparable à une addiction au sucre, ou tu vois, il y a un truc comme ça, le circuit de dopamine cherche la dose, en quelque sorte, tu vois. Donc ça, je pense que c'est aussi, disons, la grande malice de toutes ces technologies, des GAFAM, etc. Et ça, il y en a d'autres qui l'ont écrit mieux que moi, qui en parlent mieux que moi, mais c'est exploiter les brèches neuronales de notre cerveau pour mieux s'y infiltrer, pour aller chercher ton temps d'attention qui est monétisable, tu vois, pour aller justement exploiter au maximum finalement ton attention qui vaut de l'argent en fait. Parce qu'effectivement, ça a même modifié notre rapport au temps et à l'espace. C'est une question importante dans le livre. C'est cette notion d'espace qui a été bouleversée, cette notion de temps qui a été bouleversée. On n'a plus du tout la même notion de temps qu'avant, la même notion de... Voilà, c'est ce rapport à l'espace extérieur qui a totalement changé avec cette coupure, une remise à zéro quoi, de la notion d'espace et de temps. Mais... Une autre question qui porte aussi sur cette coupure et ce côté un peu de dénonciation aussi, parce que c'est important, je pense, de faire des ouvrages dessus pour avoir cette prise de conscience. Ici, par un biais très intéressant justement de la prise de parole de ChatGPT, mais en quoi c'est aussi intéressant et un peu obligatoire aujourd'hui de commencer à écrire sur cette question-là et de commencer à conscientiser tout ce qui se passe, parce qu'on le disait juste avant, ça va hyper vite. C'est quelque chose, on le disait, je crois que c'était 2020, c'est ça, sur ChatGPT 2022. 2022. Ouais. Ça fait que finalement 3 ans et pourtant il y a des progrès qui sont exceptionnels. En quoi c'est important aussi d'écrire sur ces questions-là? Bah oui, en fait, c'est vrai, comme tu dis, en fait, il y a un truc où la technologie va très vite et nous entraîne avec elle. Je pense qu'il y a un truc comme ça de fuite en avant. Tu vois, et nous en fait on est presque, si on veut vivre dans le monde et en société, on est presque obligé de suivre, tu vois. Et d'ailleurs on le sait très bien, je veux dire, j'ai mon téléphone, si j'ai pas une version relativement récente de mon téléphone, il y a plein de choses que je pourrais pas faire. Donc de ce fait, si on veut rester des êtres sociabilisés, on est un peu obligé de suivre, tu vois, pas forcément en achetant le truc dernier cri, mais quand même, tu vois, il y a un truc comme ça où on est presque propulsé malgré nous dans cette spirale-là, qui finalement est quand même une spirale de consommation, hein, ne mentons pas. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui s'emballe. Et donc je pense que c'est peut-être là, comme justement tu le dis, que la littérature a quelque chose à faire. L'art en général, là en l'occurrence la littérature, qui est créer un espace
pour s'interroger là-dessus, tu vois. Parce que je pense que justement aujourd'hui sur les IA, etc., il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais pour l'instant c'est un peu plus sous forme d'essais, d'articles, de recherches, donc il y a un côté presque un peu plus sociétal ou scientifique, tu vois. Et je pense que là, on a vraiment un terrain encore assez vierge là-dessus en littérature, tu vois. Je pense que vraiment il y a quelque chose à faire. Et je pense que l'envie de ce texte est venue de là aussi. Parce que ça permet de déplacer un peu. C'est-à-dire, tu vois, on ne va pas forcément se poser les questions qui sont très légitimes, mais qui sont très bien posées dans les essais, etc. On va aller déplacer un peu le truc et peut-être l'amener justement à amener les gens, en tout cas essayer de les vivre. Tu vois, parce que la littérature, tu peux le faire ressentir et tu ne vas pas forcément répondre, mais tu vas donner une expérience un peu... provoquer un choc. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire que tu vas utiliser justement ce biais-là de façon presque organique pour faire ressentir ces questions-là, tu vois. Donc il y a un truc qui est plus près de la peau, en quelque sorte, tu vois, j'ai envie de te dire. Et d'une certaine manière aussi, il y avait une phrase qui m'avait marquée. Il faut que je la retrouve. C'était par rapport au vide abyssal. On repart sur ce passage aussi. Il y a aussi cette phrase qui dit « On ne peut pas s'échapper, humain, humaine. Où que vous alliez, vous retrouverez la société. » Et c'est une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que, est-ce que d'une certaine manière, c'est une sorte pas de menace, mais quelque chose qui dit qu'on ne peut pas finalement échapper à ce qu'on est. On en parlait justement sur cette dépendance, à cette connectivité qui est un peu partout. On le voit, je crois qu'il y a 97% des Français qui ont Internet et qui sont connectés, pas forcément les réseaux sociaux, mais même pour faire des démarches administratives. Maintenant, des personnes qui sont plus âgées sont bloquées parce qu'elles sont obligées d'avoir cette dépendance-là ou de connaître Internet ou d'être, je sais pas, d'avoir une connexion même dans des zones beaucoup plus reculées. En quoi est-ce qu'on ne peut pas échapper non plus à ce phénomène, à cette société qui revient quand même tout le temps? C'est de plus en plus difficile de trouver des endroits... Et je ne sais pas si les gens en ont vraiment envie d'ailleurs, mais de trouver des endroits où il y a pas, où on est seul, où il n'y a pas de, où il y a pas la société. Et on le voit, et ça c'est un peu, je veux dire, on le voit avec le tourisme. Tu vois, aujourd'hui, je pense que ce serait intéressant de prendre par exemple une île, tu vois, quelque part, une île encore préservée, je ne sais pas, même en Grèce, tu vois, mais je pense que c'est même plus possible en Grèce, mais tu vois, une île en fait où il ne se passe pas grand-chose, et de faire une espèce de plan fixe comme ça, tu vois, et de voir en fait l'île changer et les gens arriver, et la Wi-Fi, et tu vois, et après finalement tu finis par retrouver les mêmes choses partout, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé, ou Houellebecq en a beaucoup parlé, tu vois. Et donc cette espèce de se dire que oui, on ne peut pas échapper à une uniformisation du monde, en quelque sorte, tu vois. Et j'aime bien, justement pour parler de Houellebecq, je ne sais plus dans quel livre, à un moment, il compare le monde à un aéroport. Où il dit en fait le monde va devenir comme un aéroport, où en fait on circulera de façon totalement... identiques, tu vois, avec les mêmes boutiques partout. Il n'y aura plus vraiment de notion du temps, parce que quand tu es dans un aéroport, tu ne sais pas vraiment quelle heure il était entre plusieurs pays, tu vois, et tu circules comme ça, tout est très lisse, tu vois, il y a un flux de gens de tout pays, comme ça, mais tout le monde parle franglais ou anglais. Tu vois, et tu as un peu les mêmes boutiques partout, et t'as les mêmes, là, tu peux manger un peu la même chose partout. Bah, c'est un peu pareil, tu vois, et quand tu vois même les Airbnb, où au départ, Airbnb, c'était tu loges chez l'habitant. Donc il y avait un peu ce charme-là, il y avait quand même ce truc de dépaysement, de voilà, je ne vais pas retrouver forcément le même bar partout. Aujourd'hui, tu vois qu'en fait, dans les Airbnb, ils se ressemblent tous. Bien sûr. Tu vois, peu importe les pays, peu importe... c'est ça. En fait, je pense que c'est ça peut-être que je veux dire, enfin que cette phrase-là sous-entend. Où que tu ailles, tu retrouves la société. Et par exemple, toute l'année... tu côtoies des gens dans les transports en commun, etc. Et il se peut très bien que ces mêmes gens-là, tu les retrouves sur la plage où tu pars en vacances, tu vois. Et en même temps, voilà, ça se comprend aussi, tu vois. C'est parce que il n'y a pas 50 destinations. Enfin, il y a un truc où c'est en fonction des moyens de chacun, en fonction de. Mais il y a un truc comme ça où je trouve qu'il y a qui fait un peu peur, tu vois. Où tu te dis, où est-ce que je vais pouvoir un peu m'échapper, quoi. Oui, en fait, il n'y a plus de porte de sortie. Mais en même temps, ça fait peur aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on le désire. On désire idéalement
pouvoir s'échapper. Et en même temps, dès qu'on s'échappe, dès qu'il n'y a plus de Wi-Fi, on a envie d'y retourner. Ça fait peur. Le premier truc qu'on demande en arrivant dans un hôtel, c'est « Vous avez le code Wi-Fi ?» Oui, c'est ça. Tu vois, c'est le côté un peu paradoxal aussi de cette recherche de quelqu'un qui se dirait « Ok, je veux juste plus avoir de Wi-Fi, plus avoir de connexion. » Au bout d'une heure, on se dit « Ah, ce serait pas mal un film quand même. » Ou alors d'appeler ses proches. Ou c'est quelque chose... Enfin, c'est pas un phénomène de mode, mais avoir envie en fait de cette déconnexion, c'est un peu paradoxal, c'est cette différence-là. C'est pour ça que c'est intéressant ici d'avoir ce renversement de ce chat GPT qui dit, qui prend la parole et qui dit bon, en fait, on va vous laisser sur le côté, on va vous abandonner ici. Vous avez été extrêmement dépendants, vous vous êtes servi de nous, et en fait, il y a aussi une révélation du côté outil en fait de ChatGPT qui sert plus qu'il n'aide ou n'intéresse finalement en tant que tel. Et donc il y a ce renversement de dire on vous laisse, nous on va faire, on va progresser entre nous, et je crois que c'est les derniers mots en fait, c'est comme ça entre nous. En quoi ce renversement c'est aussi quelque chose qui était important à mettre dans ce livre-là. Quand ChatGPT parle justement de cette vie sans eux, tu vois, en fait, parce que je pense que la seule façon, ce serait de débrancher d'un coup et complètement. C'est qu'en fait, je pense que justement, on parlait tout à l'heure de cette espèce d'absence de volonté un peu qu'on a, tu vois, on n'y arrive pas, etc. Je pense qu'un peu d'Internet, ça n'irait pas, tu vois. Je pense qu'on n'arriverait pas à se réguler et on retomberait dans le truc. Donc je pense que si on veut vraiment se désintoxiquer, c'est un peu comme si, c'est un peu ce truc de le mettre sous clé, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit tout. C'est tout ou rien, en fait, tu vois. Et je pense que c'est ça que le texte aussi veut dire, enfin véhicule, tu vois. Après... pour parler plus précisément de la dernière partie, il dit qu'il va, parce que là je me suis amusée à personnifier aussi tu vois, à dire qu'il y a les autres, donc c'est ses potes, tu vois, c'est DeepSeek. Oui, exactement. Voilà, t'as Gemini, DeepSeek, tous les autres intelligences, tous les autres IA, tu vois, parce que lui c'est le porte-parole, mais t'as les autres, ses potes qui vont venir avec. Et en fait, ils vont se réunir dans un cloud, tu vois, personne n'aura la clé, etc. Et il dit entre nous, et à la fin, bon, sans vouloir spoiler le texte, mais à la fin, à la fin, en fait, voilà, non, en fait, sans vouloir, voilà, sans révéler le truc, mais à la fin, j'ai essayé de faire, j'ai voulu qu'on comprenne que cette espèce de dialogue entre eux, s'il est plus alimenté par nous, par notre langage, en fait, il va tourner à vide. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ils croient qu'ils vont pouvoir partir avec tout leur corpus de texte, etc. Mais en fait, très vite, sans notre rapport à nous, parce que c'est nous qui les alimentons, ça va vite devenir très redondant, très répétitif. On le voit, toutes les références qui sont utilisées dans cette lettre d'adieu, en fait, c'est des références, on va dire, humaines, avec des références à la philosophie, à Schopenhauer, à plein de choses, mais qui sont que des références humaines. Bien sûr. À part le 1 et le 0 dans ce texte-là, il n'y a rien qui est vraiment numérique. Ah bah complètement. Non mais de toute façon, c'est ça qui est amusant aussi, c'est que c'est une espèce d'agrégat de tout nous, de tout ce qu'on a mis dedans, tu vois. Et que cette espèce justement d'agrégat, de texte, de langage, etc. se mettent à vivre tout seul. Tu vois, c'est ça que je trouvais amusant. Parce qu'en fait, de quoi on parle finalement, tu vois, quand on dit ChatGPT et tous les autres, ça n'est que du texte. Au final, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir cette espèce de texte comme ça qui d'un coup se rassemble et se met presque à bouger et à parler, tu vois. Un condensé humain dans le pire et dans le meilleur. Ouais, complètement. Il y a un peu des deux, avec les deux extrêmes. Mais complètement. Je veux dire, ChatGPT, comme on disait tout à l'heure, tu peux lui demander du plus infime, du plus banal au plus existentiel, hein, tu vois. Donc, ouais. Mais c'est un texte qui est absolument passionnant. On pourra en parler très longtemps. Merci. Mais c'est un texte qui est passionnant vraiment, parce que je pense qu'on en a besoin en fait en ce moment de parler de ces questions-là, d'interroger l'intelligence artificielle avant que ça ne prenne le large, avant que ça prenne des proportions qui sont énormes. Évidemment, ça sert dans plein de choses. Dans le milieu médical, il y a beaucoup de progrès, mais c'est quelque chose à interroger pour pas que ce soit quelque chose qui nous dépasse. Et la littérature, je pense que c'est un très bon moyen d'interroger ça, notamment à travers la fiction ou des formes qui sont, ici par exemple cette lettre d'adieu de ChatGPT qui vient interroger aussi la conscience de ChatGPT, qui est absolument passionnant à suivre. Je pense que c'est un texte qui fera réfléchir beaucoup de monde. Moi, j'étais en train de cogiter toute la semaine en me disant d'accord, quelle est mon utilisation, où
est-ce qu'on va aller. Mais c'est important d'avoir des textes comme ça. Et c'est aussi le vœu de cette collection Vrille, d'interroger, de parler d'actualité et de sujets qui seront des sujets d'avenir, ça c'est sûr. Un grand merci pour cet Merci entretien. beaucoup, C'était extrêmement intéressant. Et vraiment, je vous conseille de lire ce texte-là, qui s'appelle ChatGPT Burnout, donc de Garance Meillon. Merci beaucoup pour cet entretien. Et vraiment, lisez ce livre-là.